Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la reconstruction des marchés de Bégamé et de Benotin. Les commerçantes sont relogées à quelques encablures de leurs anciens sites en attendant la construction des marchés de type moderne. Elles ont du mal à se familiariser avec leur nouveau site de vente, mais l'heure est à la reconquête de la clientèle avec Naguiba Lagbe. Nous irons à la rencontre de ces femmes obnubilées par la poursuite de leurs activités marchandes. Covid-19, c'est l'actualité qui parle d'elle-même. Dans ce journal, nous parlerons du cordon sanitaire imposé depuis et reconduit par le gouvernement du Bénin pour lutter contre la propagation du virus. Au menu, les conséquences économiques pour le secteur des transports très limitées jusqu'à nouvel ordre et les propositions que les acteurs de ce secteur font au gouvernement. Devoir de mémoire dans ce journal, nous ferons un zoom sur un héros national qui a opposé une farouche résistance contre l'administration coloniale dans sa conquête du Nord Bénin. Il s'appelait Kaba. Il a remporté plusieurs combats contre les troupes coloniales françaises, mais les archives laissées par le colon, seuls les échecs du jeune cultivateur Natemba de la région de Pelima, commune de Kandé, sont mentionnés. Dans ce journal, nous ferons un flashback sur le parcours du héros national. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. De nouvelles habitudes en perspective pour les usagers des marchés de Bégamé et de Benotin en chantier depuis peu dans le cadre du programme de modernisation des marchés urbains conduit par le gouvernement. Plusieurs marchés pris en compte dans ce programme ne sont plus que de vastes étendues de débris de pierre en attendant le démarrage des travaux de reconstruction. Mais en attendant et pour assurer la poursuite des activités marchandes, les usagers ont été installés sur de nouveaux sites. Constat Naguiba Lagbe. Benotin et Bégamé, deux marchés de Cotonou dont il ne reste à ce jour que débris et ruines en attendant leur métamorphose très prochaine. Les deux sont pris en compte dans un programme plus vaste de construction et de modernisation de 47 espaces marchands urbains pilotés par le gouvernement et lancé il y a peu. Et déjà, sur les sites parcourus, tout a été remis à plat afin que de ces décombres émergent des installations dignes de cette époque. Moi, ça me fait plaisir parce que notre marché là, c'est déjà gâté depuis. Et on nous a promis qu'on va nous faire un autre marché. Et depuis là, les gens viennent, les ticketiers viennent prendre l'argent chez nous. Et puis c'est nous-mêmes qui avons acheté, on achète le menuisier, on achète le tôle avec le bois. Et on avait reconstruit nous-mêmes, chacun à sa place. Et maintenant, comme on avait cassé tout, et on dit on veut nous faire un autre marché maintenant, nous sommes d'accord. Si c'est vrai, si on construit, si on va nous remettre là-bas encore, nous sommes d'accord. On croise donc les doigts. Mais pendant ce temps, c'est un peu plus au sud et à quelques encablures de l'ancien site que le marché Bégamé a été transféré. Lancé il y a 2 semaines, les usagers commencent à peine une nouvelle expérience avec des hauts et des bas, mais rien que l'on ne puisse pas comprendre. Ça fait 3 semaines, ça n'a même pas encore fait 1 mois. Ça ne marche pas très bien comme avant. Comme on est nouvellement arrivé ici, bon, tous les clients ne savent pas encore là où sont ces vendeurs. Les gens ne savent pas que nous sommes déjà sur le nouveau site. Et aussi ici, bon, c'est pas comme notre ancien marché où il y avait tous ceux qui étaient dans le quartier venaient plus facilement. Mais ici, comme c'est un peu éloigné, les gens ils ont des difficultés à nous rejoindre d'ici. Bon, peut-être comme on est déplacé. Bon, les gens, notre client là, on ne connaît pas là où on reste actuellement. Peut-être ça aussi. Nous, il y a des gens qui ont des voitures, et nous avons des et nous tiri des filles de don. On va nous mettre des gens pour moi au sein de l'Ogopo. D'agrément, on demande de me si ça n'a pas. On me dit que moi, trop le déon, de croire moi. Des débuts difficiles, mais le jeu en vaut certainement des infrastructures marchandes à la hauteur des ambitions de modernité du gouvernement et pouvant offrir aux usagers des conditions plus décentes.
Lutte contre la Covid-19, depuis l'instauration du cordon sanitaire, les déplacements sont réduits, le transport en commun de personnes est suspendu et le nombre de passagers dans les taxis est limité à 3 au maximum. Après plus de 2 semaines, cette mesure pèse énormément en termes de conséquences sur le secteur des transports. Tout en saluant la pertinence de la mesure, les acteurs de ce secteur font des propositions au gouvernement. Idrissou Boukari pour les détails. Depuis le 30 mars 2020, un cordon sanitaire est établi autour d'un certain nombre de communes les plus exposées à la pandémie du coronavirus. Stratégie de lutte adoptée par le gouvernement pour circonscrire le mal et éviter sa propagation dans le pays. Dans la même logique, le transport en commun de personnes est suspendu et les taxis sont limités à 3 passagers au maximum. Près de 3 semaines après, ces mesures sont respectées et les acteurs des transports saluent la clairvoyance du gouvernement du président Patrice Talon. Nous remercions sincèrement le chef de l'État pour cette mesure visant à nous protéger contre la pandémie. Le Bénin est pratiquement le premier pays à avoir rendu le port de masque obligatoire à certains citoyens. Aujourd'hui, que ce soit les conducteurs de taxi-moto ou dans les bureaux, la mesure est respectée avec le lavage régulier de mains. Et pour ça, je remercie le gouvernement pour cette prise de décision parce qu'après tout, il s'agit d'une question de santé nationale. Et il faut pouvoir vivre, pour pouvoir jouir de ce qu'on a pu produire. Et il s'agit de comparer 2 choses. Sauver la vie et penser à faire prospérer l'économie. Les 2 choses, on choisit une. Et je pense bien l'État, le gouvernement du président Talon a bien réfléchi. Parce qu'il faut être bien portant pour travailler et faire tourner l'économie. Surtout que la population béninoise est presque jeune et l'avenir est basé sur la jeunesse. Donc laisser la jeunesse ainsi vaquer à ses occupations avec cette pandémie, c'est dangereux. Derrière ce sentiment de satisfaction et de reconnaissance des efforts du gouvernement pour protéger les populations de la pandémie se cache une autre réalité. Les conséquences économiques de ces mesures sur le secteur des transports. Pour les uns, les activités sont au ralenti et pour d'autres, tout est au point mort. Et plus la situation dure, plus ça devient compliqué. Quand on prend le cas de transport par exemple, il y a les employés qui travaillent avec nous. Actuellement, les bus ne circulent pas. Et pourtant, ils sont payés. D'abord, c'est une perte pour la société. Et secondo, il y a les assurances, c'est une pièce nécessaire que les bus fonctionnent au part. Les papiers sont fonctionnels. Mais, comme on le dit souvent, la santé avant tout. Nous recevons des coups de fil un peu partout. Présentement, nous avons faim. Le chauffeur a faim parce que nous vivons quotidiennement. Et selon ce que nous attendons, franchement, si on ne trouve pas de mesures adéquates, ce serait très terrible pour les conducteurs. Situation difficile donc pour les acteurs du secteur des transports. La crise sanitaire est à durée indéterminée et le bout du tunnel n'est pas encore visible. Pour assouplir ces mesures et permettre au secteur de souffler un tout petit peu, les acteurs font des propositions au gouvernement. Après réflexion, nous proposons au gouvernement, si c'est faisable, au niveau de nos bus pour quitter par exemple Dougou pour Cotonou,
Nous pouvons nous engager à doter nos passagers de masques de protection et leur imposer le lavage de mains avant de monter dans le bus. Après avoir quitté Djougou, il n'y aura pas d'arrêt jusqu'à Cotonou, ceci pour éviter des contacts extérieurs. C'est notre contribution, ce n'est pas une exigence. Mais si ce n'est pas faisable, faisons tous alors l'effort de respecter les consignes données par le gouvernement pour notre santé. Les gens du marché vaguent à leurs occupations. Et ce sont les gens de Topa Topa là qui les amènent. Si le gouvernement peut nous organiser, ou bien peut les organiser d'une manière ou d'une autre, pour les véhicules de 10 places, on peut leur demander de prendre 5 places. Les 18 places, on peut leur demander de prendre 9 places en se protégeant mieux et en respectant les espaces donnés. Parce que derrière peut prendre 4 personnes. Au lieu de 4 personnes, on peut prendre 2 derrière, 2. Et ça nous faciliterait la tâche. Au moins quand il y a la nourriture, le reste c'est plus grave. Des propositions formulées pour soulager les acteurs des transports. Et pour que la crise sanitaire n'engendre la crise humanitaire, il revient au gouvernement de juger de la pertinence de ces propositions et réajuster son dispositif de prévention. Et dans sa stratégie de lutte contre le coronavirus, le gouvernement continue de s'approvisionner en équipements médicaux. 2 ministres du gouvernement étaient ce dimanche à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti pour réceptionner une cargaison commandée par le Bénin. Il s'agit d'un lot de matériel composé d'équipements de laboratoire pour faciliter le diagnostic. Reportage. Le gouvernement béninois ne prend pas à la légère la menace liée à la pandémie du coronavirus. Dès le début de cette crise sanitaire mondiale, plusieurs équipements sont acquis pour assurer la protection des Béninois et le traitement des cas confirmés. Ce dimanche 19 avril, le ministre de la Santé Benjamin Nkpati et celui de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani, sont une fois encore sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti pour réceptionner une nouvelle cargaison d'intrants. Effectivement, nous venons de recevoir un important lot de matériel. Il faut dire que la spécificité de cet arrivage est le fait que ça contient beaucoup d'équipements de laboratoire. Du matériel de laboratoire qui vient renforcer la capacité diagnostique de l'équipe médicale béninoise. Les ministres Benjamin Nkpati et Romuald Wadani ont, au cours de la réception, procédé à la vérification de ces équipements du fait de leur sensibilité. Nous avons à l'intérieur 40 appareils de PCR, c'est des appareils qui permettent de faire la lecture des prélèvements que nous faisons dans le cadre du diagnostic, et beaucoup d'autres équipements pour le laboratoire, ce qui va forcément augmenter la capacité diagnostique dans notre stratégie de riposte. C'est fondamental parce que vous savez qu'avant de pouvoir traiter, il faut forcément diagnostiquer. Et nous n'avions qu'un seul laboratoire en fait qui était déjà vraiment surexploité. Avec cet arrivage, nous allons pouvoir démultiplier, décentraliser le diagnostic et de fait devenir plus efficace dans la riposte. Dans cette nouvelle cargaison réceptionnée par le gouvernement béninois, il y a aussi 2 millions de masques chirurgicaux, ce qui permettra de répondre davantage à la demande. Et toujours dans le but de protéger les populations contre cette pandémie mortelle, le ministère des Finances a fait don d'un important lot de kits de lavage des mains à la commune de Semekpodji. Ce sont des kits à installer dans tous les marchés de la commune. Le point de la réception officielle de ces kits avec Emma Rodono. 70 kits de lavage des mains offerts à la mairie de Semekpodji. C'est un geste du ministère des Finances pour accompagner cette commune dans la mise en œuvre des gestes barrières contre le coronavirus. Ces kits de lavage des mains sont essentiellement destinés au marché de la commune. C'est des kits qui ont été décidés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie mondiale que vous connaissez bien, Covid-19, que ces kits ont été fabriqués par des artisans locaux pour faire tourner l'économie de base, pour que cette crise-là ne vienne pas ralentir le fonctionnement de notre économie. Donc ça a été décidé que ça soit une fabrication locale pour tourner l'économie de base de notre pays. Donc ces kits viennent pour renforcer, notre économie et pour lutter contre cette pandémie qui sévit dans le monde entier. Donc le premier intrant que le président a souhaité, c'est de mettre ces kits
là où les gens sont beaucoup plus regroupés. Donc, on a choisi les marchés. Au nord de la commune de Semekpodji, le premier adjoint au maire a remercié le gouvernement pour cet accompagnement. Les autorités de la mairie de Semekpodji saluent le geste combien important qui vient prendre en compte un certain nombre de la population, en l'occurrence les marchés. Parce que tous autant que nous sommes, nous savons que les marchés sont très fréquentés et nos populations ont besoin de cela. Il est prévu que toutes les communes du Bénin bénéficient de ces matériels de lavage des mains dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Alors à présent, dans le département du Mono et plus précisément à l'hôtel de ville de Lokossa où 42 dispositifs de lavage de mains ont été officiellement remis au collège et au centre de santé de la zone sanitaire Lokossa à Thiémé. Une initiative de l'ONG Afrique Mutualité en partenariat avec Care International Bénin Togo. Reportage. Ces dispositifs de lavage de mains viennent soulager 2 communes du département du Mono dans leur politique de prévention du coronavirus. Il s'agit des communes de Lokossa et d'Atiémé qui reçoivent officiellement ici, dans la cour de la mairie de Lokossa, un total de 42 dispositifs de lavage de mains. Le don est l'œuvre de l'ONG Afrique Mutualité à travers le projet de promotion de la santé des droits sexuels et reproductifs, PSDSR, de Care International Bénin Togo. À travers ce geste, nous voulons non seulement éveiller la conscience de tous et de toutes sur la nécessité de suivre les prescriptions préventives, c'est-à-dire les gestes barrières, mais surtout de susciter l'engagement de tous dans la lutte contre le Covid-19. Les 42 dispositifs de lavage de mains sont répartis entre 9 centres de santé de la zone sanitaire Lokossa-Atiémé, 4 collèges des 2 communes, les 2 hôtels de ville, la direction départementale de la santé du Mono et l'hôpital de zone. Ce jour, vendredi 17 avril 2020, sera retenu comme celui d'un acte très important dans notre commune. Très important dans ce sens qu'en pleine crise sanitaire de coronavirus, une ONG vient à notre secours avec des dispositifs de lavage de mains. Il s'agit de l'ONG Afrique Mutualité. Engageons-nous dans la lutte contre la propagation du coronavirus. L'ONG Afrique Mutualité apporte ainsi sa contribution à l'observance des gestes barrières à la propagation du coronavirus. Le directeur départemental de la santé du Mono a saisi cette occasion pour faire une démonstration pratique du lavage efficace des mains. Je peux que remercier beaucoup l'Afrique Mutualité à travers Care International Bénin qui nous donne ce matériel pour à tout moment et à chaque instant, on doit laver les mains à tout moment. Je voudrais donc inviter les responsables des diverses institutions bénéficiaires de ces dispositifs à ne pas les déposer dans des entrepôts, mais à les disposer sans plus tarder aux entrées de leurs institutions respectives afin de permettre aux usagers de pratiquer ce geste barrière de lutte contre la propagation du virus. À tous les usagers des diverses institutions, je voudrais nous inviter à nous laisser aller à ce geste aussi simple et pratique qu'il soit. Le financement du projet PSDSR est assuré par l'ambassade des Pays-Bas et le gouvernement canadien. Ouvrons à présent nos livres d'histoire pour parler d'un personnage hors du commun. Il s'agit d'un héros qui a opposé une farouche résistance contre l'administration coloniale dans sa conquête du Nord Bénin. Pendant 3 ans, c'est-à-dire de 1914 à 1917, ce jeune cultivateur natemba de la région de Pélima, commune de Kouandé, a affronté avec ténacité, bravoure et détermination l'armée coloniale française. Il s'appelait Kaba. Sa stratégie de combat consistait en une guérilla qui lui a permis de remporter plusieurs attaques contre les forces coloniales sur plusieurs fronts. Le héros national a finalement échoué à Dataouri, dans la commune de Tukuntuna, où il aurait disparu selon les témoignages des sages de la région. Mais dans les archives laissées par le colon, seuls les échecs de Kaba sont mentionnés. Aucune trace des victoires de Kaba, encore moins celle de ses hommes. Retour sur le parcours du héros national avec Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou. Des décombres de construction en pierre sèche ayant abrité Kaba, ses guerriers et leurs familles, des objets de la vie quotidienne ou encore des traces de galeries creusées pour extraire le fer devant servir à la fabrication des armes de combat,
Autant de vestiges encore visibles sur ce site de combat dénommé Kombieli, situé sur le massif montagneux de l'Atakura à Pélima, dans l'arrondissement de Orukayo, commune de Kwandé. Ici, c'est le premier site de la résistance de Kaba à Pélima, donc à peine 5 km de son village. C'est là où la résistance a commencé. Donc, quand il était à Pélima au village et quand la résistance voulait commencer, donc il est venu avec ses guerriers. Ces guerriers étaient à l'est. Il y a un marigot qui sépare avec le Kaba, là où il était basé avec ses proches. Donc, et ils sont restés ici pour combattre. C'est ici qu'ont démarré en 1914 les premiers combats de Kaba, fils d'agriculteur Natemba, contre l'administration coloniale venue à la recherche de son neveu, qui devrait être enrôlé dans l'armée française. Nous étions en pleine Première Guerre mondiale. La principale des causes de la résistance de Kaba, c'était le recrutement des soldats en Afrique pour la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. C'est-à-dire que les Allemands combattaient les Français et les Français, eux, ils voyaient qu'il fallait venir dans le continent africain pour contraindre nos parents à aller consolider l'armée française. Et il y en avait, ils avaient des esclaves qu'ils pouvaient envoyer. Kaba, lui, il n'avait pas d'esclaves. C'était son neveu qu'il était contraint. On lui demandait d'envoyer pour l'armée française. Et selon la tradition, il était convaincu que s'il envoyait son neveu pour l'armée française, il serait maudit par ses ancêtres. Donc voilà pourquoi Kaba, lui, il voit que de son vivant là, il n'allait pas envoyer son neveu pour l'armée française. Donc il préfère combattre. Si il combat au prix de sa vie. Et maintenant, après lui, on prend son neveu pour l'armée française, ce n'est pas un problème. À quelques encablures de là, la demeure du symbole de la résistance de l'Atakura. 100 ans après sa disparition, les décombres de sa case ronde sont encore perceptibles sur le terrain, malgré les intempéries climatiques. Ce sont les traces d'une case où Kaba lui-même vivait. Nous avons aussi les traces d'autres cases de ses proches qui étaient avec lui pour combattre l'ennemi. Bon, on peut voir les traces des marmites là-bas, les ruines des marmites. L'autre côté, il y a une pierre où il se reposait quand il se sentait un peu fatigué. C'est là qu'il se reposait. Donc, mais ici, donc c'est une case où Kaba vivait. Nous avons les décombres d'autres cases ici. C'est un mur qui est là depuis plus de 100 ans. On peut voir les traces de murs là, de l'autre côté. Du haut de cette chaîne de montagne, Kaba et ses hommes pouvaient apercevoir de loin la progression de l'ennemi et le déstabiliser au besoin sans être démantelé grâce à ce bouclier en pierre, et ceci après une alerte sonore donnée par la sentinelle. Ici, c'est là où notre héros national Kaba se reposait avec ses proches qui combattaient à ses côtés. Donc, ils étaient là. Quand ils voyaient de loin venir l'ennemi, ils avaient une corne d'alerte, leur flûte, et ils pouvaient donner le signal, le feu vert, et les guerriers étaient du côté de l'ouest. Et en ce temps, ils attendaient pour le combat. Cette stratégie atypique aura permis aux vaillants guerriers de remporter la victoire de Kombieli malgré l'artillerie lourde de l'armée française basée à Kwandé. Vaincu et déboussolé par la ténacité de cet homme de combat jusque-là inconnu du colon, l'armée française change de stratégie pour le contraindre à quitter les lieux. Kaba, il a remporté la victoire, mais à un moment donné, le blanc prenait les cadavres pour les jeter dans l'eau. Et ils ne pouvaient pas boire l'eau. C'est ça qui les avait empêchés.
et ils ont quitté ici pour aller à Tchantangu. De Kombiéli, Kaba va successivement rallier Nyarissera, Quaterna, Tayakou et Dataori sur les territoires des communes actuelles de Kwandé, Natitengu, Tukuntuna, Tangueta et Koblé. Si l'histoire contemporaine met exclusivement l'accent sur les victoires remportées par le colon à Quaterna et à Dataori, force est de constater que le vaillant guerrier et ses hommes ont également remporté des victoires éclatantes sur l'envahisseur. Au cours de la résistance de Kaba, par exemple à Kombiri ici, à Tchantangu, à Nyarissera, il y a eu des combats en faveur de Kaba. Mais l'administration coloniale a voulu seulement retenir les détails des combats où Kaba a été vaincu. Bon, et c'est là où Kaba a été vaincu, Quaterna, Dataori, c'est là où Kaba a été vaincu et l'administration coloniale donne les détails des combats. Mais là où il a été vainqueur, et par exemple, vous avez vu ce site-là, l'administration coloniale n'a pas laissé de traces parce que, en effet, Kaba a été vainqueur ici-là. Pour mettre hors d'état de nuire la guérilla organisée par Kaba, le capitaine Renard, commandant d'alors de l'opération militaire dénommée la colonne de l'Atakora, va essuyer des échecs avant le massacre de Dataori dans la commune de Tukuntuna le 7 avril 1917. Un véritable carnage qui a fait au total 400 morts et 320 prisonniers dans le rang des hommes de Kaba et 3 blessés du côté colon. Parmi ces morts, aucune trace du héros national. Aujourd'hui, en milieu Natemba, le mythe sur la mort de Kaba continue de planer dans les esprits. À en croire aux parents qui nous ont raconté un peu l'histoire de notre aïeux Kaba, c'est que les combats de sa résistance ont duré 3 ans. Et que pendant ces 3 ans, les Blancs ont essuyé également des échecs. Et à un moment donné, ils étaient obligés, pour des raisons stratégiques, de déplacer le camp. Et commandé par, je vais me répéter, le commandant Renard, qui a déplacé son camp depuis Kouandé pour Nabadji. Nabadji qui est situé un peu après Ganiperou en venant vers Kotoponga. C'était toujours pour rapprocher son armée de l'ennemi. Lorsque vous regardez même les sites de combat, vous devez vous rendre compte que Kaba était un stratège fin. Et quand vous voyez les hauteurs sur lesquelles il restait pour pouvoir apercevoir l'ennemi à distance, vous allez vous rendre compte que Kaba a beaucoup résisté et que les Blancs ont vraiment eu des échecs dans les combats. Mais l'histoire n'a jamais pu nous dire exactement ou bien de façon concrète comment Kaba a pu gagner des victoires. On nous fait toujours croire que durant ces 3 ans de combat, les Blancs ont toujours battu, ont toujours remporté les différentes batailles. Non. Notre souhait aujourd'hui, c'est que ces différents sites soient connus par la population, connus par les cadres, connus par les autorités et que ces sites soient valorisés. Même si la révolte de Kaba semble la moins connue de toutes les résistances africaines à la colonisation, elle aura tout de même révélé aux yeux de l'envahisseur la ténacité, l'audace, la bravoure et surtout la stratégie de guerre d'un homme très attaché à ses valeurs ancestrales. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Retrouvez l'intégralité de ce journal sur notre site internet www.canal3television.com. Ce sera tout pour ce journal. Au revoir, portez-vous bien.